Dis-moi, on va commencer, je vais t'énumérer sur chaque chapitre. On va faire, ça va être un mot et on va tchatcher sur ce mot. Toi, tu vas me dire ce que ça t'inspire. Ok. Let's go, Joe, on va commencer par clap de fin. Clap de fin, ça m'inspire évidemment ce qui est en train de se passer pour moi là, dans ma carrière de joueur de tennis. Quelque chose que j'avais pas forcément anticipé. Pendant tout ce temps en fait, entre 2018 et maintenant, j'ai eu le temps en fait de mûrir ça, déjà de l'accepter. Pour moi, ça aura été quand même je pense une libération. Une libération dans le sens où ces dernières années, c'était quand même vraiment dur. C'était dur physiquement, c'était dur moralement aussi parce que tu vois ton niveau entre guillemets dégringoler au fur et à mesure parce que physiquement tu n'es plus capable d'assurer en fait. Tu te donnes du mal parce que tu es quand même un compétiteur, donc à l'entraînement tu vas travailler dur, tu essayes de faire les choses, mais ton corps il répond plus pareil, voire des fois il te fait souffrir et du coup c'était quand même pour moi pour moi et ma famille je pense, une libération que de pouvoir dire bon bah ça y est, on va s'arrêter là et on sait que bon après on va pouvoir aborder une nouvelle vie avec certainement un peu moins de contraintes. Champion, maintenant. Champion, pour moi ça me ramène dans l'enfance entre guillemets. On a souvent ces adultes, quand on les croise, qui disent salut champion. Pour moi le champion c'était un peu plus que juste une performance. Parce que quand tu es jeune, la performance, entre guillemets, tu sais pas trop ce que ça veut dire, quoi. Je sais pas si aujourd'hui on pourra me définir comme un champion, mais en tout cas, j'ai essayé, entre guillemets, justement, d'avoir l'image du champion toute ma carrière, c'est-à-dire essayer de me comporter de la meilleure manière qui soit dans ce que moi j'avais comme valeur, d'avoir un peu de style, d'amener quelque chose au jeu que je pratiquais et essayer d'avoir des résultats. Et voilà, j'ai essayé de combiner tout ça et j'espère qu'à la fin, je pourrai être qualifié de champion. Si je te dis record. Les records, c'est quelque chose auquel j'ai jamais vraiment pensé. Dans le monde tennistique, ça compte beaucoup, enfin dans le monde sportif en règle générale, mais même ailleurs d'ailleurs. C'est quelque chose qui est très valorisé. Mais c'est vrai que dans ma carrière, j'étais un peu léger. C'était pas forcément, en tout cas, ce qui m'attirait le plus. Quand tu dis j'étais un peu léger, c'est quoi, c'est-à-dire ? Par exemple, quand j'allais battre un record au niveau, départemental, régional, national, international. Quand on m'en parlait, je disais ouais, c'est bien, tant mieux. Mais bon, ce qui m'intéressait, c'était ce qui allait se passer demain en fait. Et j'étais assez léger là-dessus. C'était pas quelque chose où je me disais ah super, c'est bien, là j'ai battu le record, le prochain c'est lequel, il faut que j'aille l'atteindre. J'avais pas forcément ça. Si je te dis chiffre. Le chiffre, j'ai toujours été attiré par le chiffre 7, je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Je crois que c'est le numéro que j'avais sur mon maillot de foot quand j'avais entre mes 8 et 12 ans. Donc voilà, je voulais le numéro 7, donc après c'est un peu resté. Et moi forcément en préparant, tu vois, il y a des chiffres qui sont marquants. J'avais noté notamment le chiffre 5 avec ton meilleur classement. J'avais noté 15 quarts en Grand Chelem, 6 ans dans le top 10. Surtout ce qui est incroyable, c'est que tu as battu 6 fois Djoko, 6 fois Roger Federer et 4 fois Rafael Nadal. Ces chiffres, ils t'inspirent quoi? Ça signifie quoi? Alors ceux-là, j'avoue que maintenant que je sais que je vais arrêter, quand même beaucoup de fierté. Parce qu'après toutes ces années, c'est vrai que quand je les battais à l'époque, c'était difficile d'anticiper qu'ils allaient devenir aussi ce qu'ils sont aujourd'hui. En dehors du fait que j'ai pas pu, justement, qui m'ont empêché de gagner des grands chelems. Voilà, beaucoup de fierté parce que c'est les plus grands champions, parce que eux ont marqué l'histoire du tennis, je pense pour toujours. Et que finalement, moi j'aurais fait partie de cette histoire-là, j'aurais été celui qui aurait été leur challenger, j'aurais été celui qui les a de temps en temps malmenés. Et donc forcément, forcément je suis quand même fier de ça. Le quart à Wim aussi face à Federer, t'es mené 2-7-0. Ouais, alors ça c'est sûr que ça fait partie des bons moments de ma carrière où c'est vrai qu'il se passe des choses qu'on n'avait pas anticipées.
On n'avait pas anticipé, j'avais pas anticipé, je m'étais pas dit dans ma chambre, tiens, et si j'étais mené 2-7-0 et que je reviens et tout ça. Non, non, j'étais allé sur le match pour essayer de gagner. Il se trouve que le scénario il s'est retrouvé comme ça. Je suis mené 2-7-0, je reviens dans le match. À la fin, je gagne et puis je sers voilà, tous les gens qui étaient avec moi à ce moment-là dans mes bras en disant qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était un truc de dingue. Et effectivement, c'était un truc de dingue parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent de ce match et là, on est en train d'en parler. Donc. Si on passe maintenant à émotion, Joe. Émotion. Émotion, je crois que c'est ce qui fait que ça va être difficile pour moi finalement d'arrêter. Le tennis m'a fait vivre tellement d'émotions, positives, négatives évidemment, parfois neutres, des moments de doute, des moments de tristesse, des moments de colère, des moments de grande joie, des moments de partage, tout ça c'était fou et en fait voilà, je crois que l'émotion, je pense que c'est ce qui nous fait nous sentir vivants et toute ma carrière, je me suis bien senti vivant. Mais je pense que ma victoire à Paris-Bercy quand même, ça restera un moment spécial pour moi et pas seulement pour le fait de gagner un Master Series, pas seulement pour le fait d'être à Paris, en France, c'était que vraiment tout était réuni à ce moment-là pour que je sois, pour que justement les émotions soient au maximum en fait. Et je vis un moment exceptionnel parce que je pensais pas que j'allais pouvoir jouer, je joue. Je joue à Paris. J'ai un statut de top 10 et j'assure un max dans le tournoi. J'ai toute ma famille et mes amis qui m'avaient jamais vu jouer. Mes voisins de la commune où j'habitais quand j'étais petit qui sont là. Mes parents, tous mes entraîneurs depuis que je suis tout petit. Je sais plus combien de places j'avais pris. Il me semble que pour la finale, j'ai dû prendre entre 75 et 100 places. Ah ouais. Donc, en fait, il y a toute la tribune des joueurs qui est remplie des gens en fait qui m'ont construit en fait, qui m'ont construit depuis mon plus jeune âge en fait. Et voilà, et je gagne le match en 3-7 en finale avec un public chaud bouillant. Et voilà, donc tout était réuni finalement pour que je vive un moment hors norme. Et je vous raconte même pas la fête après, c'était. Un petit dos là, un petit dos, vas-y, justement, un petit dos. Non, mais c'était la folie, j'avais tous mes copains qui étaient là. La plupart de mes amis et de ma famille m'avaient jamais vu jouer. Parce que un an et demi avant ça, j'étais 400e mondial. Et il y en a beaucoup qui, ils voyaient du tennis à la télé, ils m'ont vu un petit peu pendant l'année jouer à la télé un tout petit peu. Mais pour eux, aller voir du tennis en vrai, c'était particulier. Il y en a même qui m'ont demandé quand ils sont arrivés à l'hôtel où on faisait la fête s'ils devaient enlever leurs chaussures. J'ai dit non, garde tes chaussures, c'est bon. Je sais qu'il y a des choses que je ne retrouverai jamais certainement. Parce que je fais déjà un peu des choses à côté et que je me rends compte que même quand on a de la réussite à côté, ça paraît un peu fade à côté de ce que moi j'ai vécu. Je pense que les émotions, elles se retrouvent à travers les aventures humaines. Donc évidemment qu'il y aura des émotions après aussi. Certainement un peu moins fortes parce qu'on se livre tellement en tant que joueur de tennis. On se livre physiquement, on se livre moralement, on se livre. On se donne finalement. On se donne parce que c'est un sport spectacle. Donc on se livre aux gens. Transition toute trouvée, justement, t'en as parlé un peu public. Public, je sais même pas quoi dire tellement finalement je suis reconnaissant de ce qu'ils m'ont apporté quoi. Enfin, chaque fois que je suis descendu, en tout cas devant le public français, c'était. Même moi j'étais étonné, je disais c'est quand même fou, c'est quand même fou, je suis quand même un con à la base. Donc non, incroyable. En fait, partout où j'allais, le public était derrière moi, quoi. Même quand j'allais jouer à l'étranger, des fois je joue Nadal, Federer, Djokovic. Mais c'est vrai que même à l'étranger, on faisait souvent du 50-50 quand même. Malgré tout, c'est quoi ce sentiment de fierté et tout? C'était incroyable. C'est canon. Incroyable.
voilà, à chaque fois que tu arrivais dans un stade, tu disais est-ce que les gens ils me connaissent? Ouais. Est-ce qu'ils vont apprécier, enfin est-ce qu'ils m'apprécient? Est-ce que c'est tout ça? Et finalement, la plupart du temps, c'était le cas, quoi. C'était le cas. Quand on allait jouer en Argentine en Coupe Davis, pendant tout le match, ils te sifflent entre la première et la deuxième, et limite s'ils jettent pas des pièces sur le terrain et tout. Et puis finalement, quand je sors du match, les mecs ils me font standing ovation, ils sont comme ça en train de m'applaudir, tu vois. Je me dis waouh. Ça c'est bon. Ça c'est bon quand même. Ça c'est bon. La danse des pouces, c'est venu comment? La danse des pouces, c'est venu très naturellement. Je rentre dans les 100 au Queens en 2007. C'était mon 12e match en 9 jours. Et parce que j'avais joué les demi et les finales d'un challenger en même temps que les qualifs du Queens, donc j'avais joué 5 matchs en 2 jours. Bref, et je finis par battre Lleyton Hewitt, qui est 2 fois tenant du titre au Queens, les 2 années précédentes. Et ça me fait rentrer dans le top 100 en fait. Et en fait, quand je bats Hewitt, je rentre dans le top 100 et je sais pas pourquoi, les Anglais qui étaient tout serrés sur leur siège comme ça, je fais ça et là les gars, les Anglais ils se lèvent, standing ovation, machin, tout ça. Et là je me dis, ah ça marche ce truc-là, finalement, je vais peut-être le continuer. Allez, c'est ma marque de fabrique entre guillemets. Et puis voilà, puis à chaque fois ça me faisait plaisir de faire ça quand j'avais une belle victoire. Maintenant le mot c'est homme. Homme, on va dire, ça me fait penser à humain. C'est ce que j'ai essayé d'être au quotidien, quoi. Voilà. Ta carrière, ta construction, t'es devenu quel homme par rapport au début de ta carrière, la fin? Je pense que c'est des choses qui sont pas comparables parce que j'ai commencé, j'étais un enfant, ensuite je suis devenu un adolescent, ensuite je suis devenu un jeune adulte, je suis devenu un joueur de tennis. Ouais. Entre-temps, il y a eu un petit... Je suis devenu un joueur de tennis, mais non, j'ai toujours été attaché à rester vraiment... à essayer de garder les pieds sur terre. Donc moi, j'ai l'impression que j'ai pas changé. J'ai l'impression que je suis dans la continuité de ce que j'ai... de mon enfance, quoi. Voilà, j'ai continué. Alors sûr qu'il m'arrivait beaucoup de trucs, mais je me suis vraiment attaché à essayer de continuer mon chemin à moi. Et voilà. Famille. Famille, alors pour moi la famille c'est beaucoup. J'ai toujours été très famille, que ce soit quand j'étais plus jeune ou parce que pour moi c'était vraiment un repère, quoi. J'avais vraiment besoin de ça pour être heureux. J'avais besoin de rentrer chez moi. D'ailleurs mes coachs ils étaient un peu désabusés des fois parce que je leur disais non mais moi après 2 semaines de tournoi je rentre chez moi, y a pas de... Je fais pas une tournée de 5 semaines ou 6 semaines sur les cours parce que j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin de me ressourcer. Voilà, et aujourd'hui que j'ai créé mon petit bout de famille aussi à moi, c'est vrai que je suis heureux en fait. Je suis heureux, c'est un truc qui me rend heureux et puis et j'ai vraiment besoin de ça. Parce que la naissance de tes enfants, ça a été, j'imagine, aussi peut-être un tournant. Tu as vu les choses différemment dans l'approche ou... Le tournant, c'est que j'ai arrêté de dormir, donc à partir de là, c'était compliqué de jouer, tu vois. Compliqué de s'entraîner dur, tu vois. Mais non. C'est vrai que quand ils sont arrivés, c'est un peu le moment où c'est vrai que ma carrière a commencé à décliner. Parce que j'ai envie de leur donner beaucoup, parce que c'est aussi des contraintes. C'est beaucoup de bonheur et évidemment, pour vivre ces bonheurs-là, il y a de la contrainte avec. Et donc forcément, pour ma carrière de joueur de tennis, ça a été plus compliqué. Mais bon, j'ai gagné mon premier tournoi sur terre battue à Lyon, à l'Open Park. Et j'ai mon petit gars qui était là, qui venait de naître il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est quand même une fierté. J'espère qu'un jour ils pourront voir quelques vidéos, quelques trucs et puis se rendre compte que papa il faisait pas que boire des cocktails dans la piscine. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. En ce moment, on parle beaucoup du rôle des parents. Comment étaient tes parents? Mes parents étaient bienveillants, toujours très bienveillants. Ils ont toujours essayé d'être
de respecter mes envies. Respecter mes envies au maximum. C'est vrai qu'ils m'ont pas... comment dire, ils me supportaient mais ils me poussaient pas à l'extrême. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, mes parents ils m'accompagnaient sur les tournois, mais en même temps, je me suis jamais fait engueuler parce que j'avais perdu un match ou parce que... Pour le tennis, en fait, réellement, les seules fois où je me suis fait engueuler, c'est si je me comportais mal. Et en général, voilà, c'est pas forcément que lié au tennis, ça c'est autre chose. L'éducation. C'est l'éducation, donc voilà, pour eux ça c'était important. Mes parents sont des éducateurs, hein, parce qu'ils étaient enseignants. Donc pour eux ça avait de la valeur, voilà. Mais c'est vrai qu'ils m'ont quand même laissé, on va dire, le champ libre entre guillemets. Ils ont laissé le champ libre à ma personnalité, à ma façon de faire, à découvrir aussi les étapes de la vie un peu par moi-même aussi. Parce que c'est vrai que souvent on grandit à travers aussi ces échecs. Ils m'ont laissé faire les fautes. Ouais. Et après. Et après, j'ai un peu peur de l'après. Pas parce que l'après, je sais pas ce que je vais faire ou parce que... voilà, mais j'ai peur d'être encore plus pris qu'avant. Donc ça me fait un peu flipper. J'ai pas vraiment envie de ça. Donc voilà, et en même temps j'ai plein de projets et qui sont plus vraiment des projets, hein. Il y a aussi des choses très concrètes aujourd'hui, notamment le fait d'avoir une académie. Je me suis un peu investi aussi en tant qu'entrepreneur, puisque à travers les académies aussi on construit des infrastructures sportives. Donc il y aura plein de choses à faire, je sais que je vais être sollicité par ailleurs. Peut-être un peu par ma fédération, peut-être un peu par le monde du tennis, peut-être un peu par le monde des médias, peut-être un peu par plein de choses, je ne sais pas trop. Donc voilà, donc il sera important pour moi de vraiment faire le tri pour pouvoir garder beaucoup de temps pour profiter de mes enfants, de ma chérie et puis de ma famille et mes amis. Est-ce qu'il y a un mot que j'ai pas cité, qu'on n'a pas évoqué, sur lequel tu aimerais parler ? La reconnaissance peut-être, parce qu'aujourd'hui je suis quand même reconnaissant de tout ce qui m'a été offert, de tout ce qui m'a été apporté, que ce soit les éducateurs de mon plus jeune âge, à l'école, au tennis, dans les clubs, à la fédération de tennis, à l'ATP, le public français. Voilà, tous les gens qui ont fait en sorte que je puisse vivre un peu cette aventure de la plus belle des manières, je me sens hyper reconnaissant. Merci Joe. Je t'en prie. Merci beaucoup.